Ce n'est un secret pour personne. Le patrimoine communiste intrigue et fascine. Souvent monumental et chargé d'histoire, il oscille entre mémoire et rejet, entre destruction et revalorisation. À la fois admiré et controversé, il nourrit depuis longtemps nos imaginaires collectifs. Entre architecture monumentale, urbanisme brutaliste et récits mémoriels complexes, il reflète près de 80 ans d'histoire marquée par la culture soviétique et par les réinventions qui ont suivi sa chute. J'ai grandi dans une famille où ce passé faisait partie du quotidien. Ma mère et ma grand-mère sont nées et ont grandi en URSS. Alors, les films et les dessins animés à l'esthétique si particulière ont façonné mon enfance. Mais pour ce qui est de l'ancien bloc de l'Est, cet entre-deux géographique à mi-chemin entre la Belgique de mon père et la Russie de ma mère, tout restait un peu flou. Et comme archéologue, je sais pertinemment que rien ne remplace l'expérience directe et l'interaction in situ avec le patrimoine. Alors, quand j'ai eu l'opportunité de la bourse du Grand Tour, j'ai voulu aller à la rencontre de cet héritage, de ces villes marquées par les régimes communistes, Berlin, Varsovie, Prague, Budapest, Ljubljana, Zagreb et Split. Comment ces sociétés dialoguent-elles avec leur passé? Que préservent-elles? Que transforment-elles? Que choisissent-elles d'oublier? Et comment ce passé continue-t-il à façonner leur présent? La chose la plus évidente que l'on voit, ce sont les traces et héritages que j'appelle permanence. Ce sont ces éléments hérités de l'époque soviétique auxquels les locaux et les touristes sont tellement habitués qu'on ne leur marque parfois même. Ce sont les éléments d'architecture, les allées, le tracé urbain, parfois même les simples immeubles, bref, tous ces éléments qui ont traversé les décennies dans le moule du quotidien des habitants. Certains de ces éléments soviétiques sont iconiques, le palais de la culture à Varsovie par exemple. Et ils sont tellement omniprésents dans la ville par leur hauteur qu'on finit par les voir partout, même dans les reflets des vitres. Ils en deviennent des emblèmes et des symboles de la ville qu'ils surplombent, jusqu'à s'imprimer dans les cartes postales et s'insinuer dans les souvenirs touristiques. Mais les permanences ne se limitent pas à la pierre. Elles s'invitent aussi dans les gestes, les habitudes et les recettes. Dans un café à Varsovie, où le bar à lait d'autrefois subsiste, ou dans les cantines qui perpétuent, sans y penser, une manière de consommer héritée du communisme. Ce sont les survivances du quotidien, les gestes qui ont traversé le temps. Moi, j'ai pris une soupe. Je sais plus le nom de la soupe, mais en gros, c'est avec un petit bouillon à base de légumes, où il y a des œufs et de la saucisse dedans. Et c'est traditionnel. On s'est pris aussi un truc à partager ici, c'est des pierogies, donc des sortes de petites semi-ravioles, semi-beignets qui sont fourrés, entre autres avec du chou, si je me souviens bien. Et là, c'est un plat vraiment traditionnel qui est plutôt proposé à Noël d'ailleurs avec des plats de viande et tout ça, et qui a l'air très très bon. Et chose très intéressante, ça, faut faire abstraction du verre de Coca-Cola, mais c'est de la compote, enfin du compote ce qu'on appelle, assez perturbant quand on est habitué à la compote belge. C'est plus des légumes qui ont été cuits ensemble dans plusieurs heures dans un récipient, enfin, qui ont été bouillis et après avec du sucre et refroidis plusieurs heures au frigo. Et c'est super frais, c'est très très bon. Puis viennent les lieux de mémoire. Les musées du communisme ou de l'histoire nationale à Berlin, Varsovie, Ljubljana ou Budapest, avec leurs mannequins figés, leurs décors immersifs du quotidien, leurs meubles d'époque, leurs objets utilitaires devenus attendrissants, et leurs affiches de propagande un peu jaunies. C'est là que la mémoire prend forme, à travers les récits et les mises en scène. Les panneaux explicatifs dialoguent avec les installations. Les témoignages se mêlent aux archives, les bandes sonores des films redonnent vie aux époques disparues. On y retrouve aussi des traces du patrimoine immatériel, parfois à travers la nourriture, les sons et les gestes familiers. Quand elle n'est pas enfermée dans les musées, cette mémoire investit les rues pour qu'on ne l'oublie pas. Ce sont les mémoriaux, des monuments à des personnes, à des événements qui rappellent des moments glorieux, des victoires ou des tragédies de l'immolation, ou des victimes des dictatures, et dont les volumes, les formes, les figures et les expressions parlent souvent d'elles-mêmes. Et puis il y a les actes de révolte, de résistance et de rejet, plus largement la réappropriation. Ici, on est face au caché, à l'absent, à l'effacé, que ce soit comme acte de rejet, avec des noms de rues débaptisés, ou des lieux rasés pour des raisons urbanistiques, et dont les seuls vestiges demeurent encore dans les cartes postales, les images en noir et blanc et les maquettes. À vrai dire, ce sont les lieux que je préfère, car il faut les chercher et chercher leur histoire pour essayer de les appréhender.
Ce sont des lieux touchants, marqués par l'art ou la paix comme acte de résistance. Ce sont les fresques du mur de Berlin. Ce sont les Ruinbar de Budapest, ancien immeuble communiste, réinvesti par les étudiants comme lieu de culture alternative et qui sont parfois porteurs d'une belle ironie dans leur décor. C'est le quartier Metelkova, ancienne caserne militaire investie en zone de squat, puis transformée en centre social et culturel autonome, qui, encore aujourd'hui, fait office de lieu de résistance face aux inégalités sociales et de genre. Enfin, il reste ce que le communisme a laissé dans nos imaginaires. Une esthétique, celle du béton, des blocs, des espaces vides et mélancoliques. Un sentiment, celui des utopies brisées, du quotidien figé, de la beauté dans la désolation. Cette imagerie inspire encore les artistes, les écrivains et les créateurs des jeux vidéo. Cet imaginaire brutaliste, dystopique et presque poétique témoigne de notre fascination pour ce monde disparu, avec une certaine portée cathartique. C'est une autre forme d'appropriation, celle du regard, de l'interprétation, de la projection. J'ai eu la chance de le vivre pour de vrai, de traverser les frontières et les langues, les paysages, de voir, enfin, comment un paysage que l'on croyait révolu continue, lui aussi, à habiter le présent.